Salut les gars, on se retrouve pour une leçon de japonais aujourd'hui. Alors, on va finir cet arc des katakana, comme ça on aura vu tout l'arc principal, c'est-à-dire des syllabaires, l'arc débutant quoi. Ensuite on va passer au kanji et continuer d'approfondir, mais encore plus cette fois, les mots de vocabulaire, voilà, enfin je vous fais un petit plan sur comment ça se passe. D'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo réponse aux questions. En vrai je vous laisse mettre des petits commentaires si vous avez des questions, soit sur ces cours ou sur la vie ou quoi que ce soit. Moi, je vous cache pas que j'ai déjà pris mes billets d'avion pour le Japon. Donc je vais vous faire très prochainement une vidéo pour que vous puissiez acheter vos billets le moins cher possible. Et je vais bien sûr donner tous mes conseils pour que vous puissiez réussir votre achat sans vous faire douiller, sans stresser, quelle compagnie prendre, laquelle est fiable. De toute façon, je vous avais déjà dit qu'on allait pouvoir tout réserver ensemble. Moi, j'ai déjà pris. Comme ça, j'ai pu tout étudier de mon côté, tout voir. Comme ça, là, j'ai vraiment matière. En fait, en achetant mes billets, j'ai pu préparer la vidéo en quelque sorte sans faire exprès, quoi. Tu vois, j'ai pu tout analyser. Comme ça, je vais pouvoir vous faire un truc assez détaillé pour vraiment bien vous aider. Parce que je rappelle que, selon moi, la meilleure période pour partir au Japon, c'est l'automne. L'été, saison des pluies, et sinon il fait super chaud. Pendant la période des sakura, c'est une dinguerie, il y a trop de monde, que ce soit les Japonais qui partent eux-mêmes en vacances ou les étrangers. Et les couleurs d'automne, pour moi, ça tue les sakura, vraiment, ça les déglingue. T'es encore en t-shirt en septembre, c'est super, il y a un peu moins de monde. Il fait bon, les couleurs d'automne sont magnifiques à la montagne, vraiment c'est... Bref, c'était le petit aparté. Si vous comptez partir cette année et que vous avez les fonds pour, faites-le en septembre s'il vous plaît. Faites-le en septembre, ne le faites pas cet été. Ne partez pas en juillet. Sinon vraiment, vous allez rater votre voyage. De toute façon, faites vos recherches. Voilà, comme d'habitude, faites vos recherches. Ne faites pas que m'écouter moi. Recoupez les infos parce que si ça se trouve, c'est possible, hein. Je dis des infos, des fois, je dis de la merde. C'est possible. Sur le nombre d'infos que j'ai dit, j'en ai dit tellement sur le Japon. J'ai pas la science infuse. Ok, j'y suis allé 3 mois. J'ai mis plus de 2 ans à préparer mon premier voyage. Et là, ça fait 1 an que je prépare le second. Mais je connais pas tout. Je connais pas tout comme je connais pas toute la France d'ailleurs. Donc je connais encore moins de choses sur un pays qui m'est de base étranger. Bref, c'était un petit aparté pour vraiment vous aider. Là, on reprend les cours. Et de toute façon, vous en faites pas, on fera une vidéo dédiée pour ça. C'est pour ça, je vous laisse vous poser mes questions. Comme ça, on fera plutôt une vidéo de réponse aux questions sur le voyage. Ce serait vraiment pour moi une belle opportunité pour vous aider, vous accompagner dans vos recherches. Bref, alors, sur les katakana, les trucs qui manquent, c'est... déjà, il y a un truc qui doit vous interpeller. Quand on y réfléchit, il y a 2 syllabaires. Il y a les hiragana, d'un côté, où il y a les mots d'origine japonaise. Donc vous avez remarqué, ce sont des sons et consonances qui sont vraiment d'origine japonaise, des sons qui sonnent japonais. Mais par contre, les katakana, c'est pour les mots d'origine étrangère, pour les mots étrangers. Le problème, c'est que quand on regarde, les syllabaires sont identiques, c'est les mêmes sons que ce soit hiragana ou katakana, tout pareil. Ok, donc là vous vous dites, il n'y a pas de problème, c'est juste que du coup, on écrit d'un côté les mots d'origine japonaise avec les hiragana, et puis si c'est le même son, voilà, katakana, quoi. Et ouais, mais si c'est les mêmes pour les étrangers, vous avez bien remarqué qu'il y a des sons qui sont vraiment... qui se ressemblent pas, quoi. Il y a des sons... il y a des sons qu'on n'arrive pas à retrouver dans la langue japonaise, en fait. Il y a des sons qu'on trouve pas, qui sont présents ailleurs. Donc là, ça pose problème. Par exemple, pour les mots sofa, tu vois, sofa, ou Mozart, tu veux dire Mozart, il n'y a pas za. Il n'y a pas za. C'est assez chelou. Du coup, pour les katakana, en fait, ce qu'il faut faire pour prononcer ces syllabes-là, c'est faire comme, je vous avais dit, ça se ressemble, les hiragana et les katakana, c'est similaire, les petites sous, les petites lettres, vous vous rappelez, ya, yu, yo, les petits trucs, et c'est pareil pour les katakana, il faut mettre des petites lettres. Sauf que cette fois, on va juste tout simplement utiliser les lettres principales, A, I, U et O. Voilà.
Donc quand on veut écrire, bah là il y a des exemples qui vont s'afficher. J'ai pris sofa et Mozart, comme ça vraiment c'est des mots qu'on connaît. Mon sofa on l'utilise moins, mais Mozart, voilà, c'est quelqu'un de très connu. Donc pour sofa, faut recréer fa, et pour Mozart, faut recréer za. Ok. Pour le fa de sofa, ça s'affiche. Sofa, vous avez remarqué qu'il y a un caractère qu'on connaît déjà, et on rajoute ensuite le a juste après pour faire le son fa tout simplement. Pour Mozart, c'est la même chose. On rajoute le a pour za, Mozart. Là, je vais vous afficher un tableau, il est là, qui vous montre par les lettres A, I, U et O, tout simplement tout ce qui se lit, toutes les lettres qui se lisent. Dans ce tableau, justement, vous pouvez apercevoir qu'en plus de A, I, U et O, on a le U tout en bas. Voilà. Donc ça, ce sont les caractères spéciaux. Quand je reprends sofa, on voit bien qu'il y a le katakana du fu. Ok? Sauf que du coup, si on met le petit a à côté du katakana fu, ça fait fa. Est-ce que vous avez saisi le truc? C'est comme le petit tsu, le petit yu, petit ya, petit yo. C'est, hop, un petit caractère qu'on met après le premier en petit pour changer un petit peu. En fait, c'est une variante. On fait varier le premier katakana principal. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Si jamais vous ne voyez pas du tout, alors déjà, pour l'oral, je le rappelle, ça c'est juste de la lecture pour lire. Si vous voulez juste parler, ça, voilà, ça vous sert pas. Dites-vous que la plupart du temps, on utilise quand même des hiragana. Les katakana, je l'ai dit, c'est pour les mots d'origine étrangère. Alors, faut quand même les savoir, hein. C'est pas en mode jamais on utilise de katakana, il y en a quand même, ça existe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un alphabet, un syllabaire précis dédié à ça. Mais si jamais vous avez des lacunes sur ce truc-là uniquement, c'est pas ce qui va vous handicaper le plus possible. Si jamais je suis pas clair dessus, c'est possible, hein, parce que c'est un truc qui est assez compliqué à transmettre comme ça sans interaction directe. On peut pas se poser des questions, tu vois. Si jamais vous n'avez pas compris, il y a plein de trucs sur internet que vous pouvez voir sur le sujet, ou revoir la vidéo si vous voulez. Mais je vais essayer de le redire encore une fois, avec sofa. Donc, sofa, là, je l'ai en face de moi, le mot, on va le décortiquer, tout simplement. Donc, pour dire sofa, il y a so au début. Ok, est-ce qu'on est d'accord sur le premier? On est d'accord. Ensuite, le deuxième caractère, on le voit, c'est le fou. On se rappelle que c'est l'exception de la ligne des H. Ha, hi, fu, he, ho. Ok? Donc c'est le fou. On veut pas dire sofu, on veut dire sofa. Sauf que le son fa n'existe pas. Ok? Il n'existe pas le fa. Donc on va prendre un son qui s'en rapproche avec le F. Bon, bah le fou, il n'y a que celui-là de toute façon. Sauf que on va accoler le caractère du A. Ok? Si on met juste le feu et le A, ça fait feu A. On veut pas ça. C'est de la merde. Donc ils ont inventé une règle d'orthographe, on va dire, qui fait que quand tu colles en petit le petit caractère, en fait c'est pas le A, c'est juste un truc différent d'orthographe qui fait que ça change le caractère d'avant. Ok? Donc au lieu que ce soit feu, ça fait avec le petit A, fa. Vous êtes d'accord? Et ensuite le petit trait à la fin pour prolonger le son. Donc so, fa. Pour certains mots c'est un peu plus dur, j'ai pris l'exemple de Mozart tout à l'heure, donc du coup le za. Donc on va reprendre le Mozart, là je l'ai en face de moi, on va décortiquer. Au début, mot, ok. Ensuite on a le petit trait qui juste rallonge la syllabe, donc mot, ok. Ensuite, là c'est un peu plus chiant, il n'y a pas le son Z, ok. Il n'existe pas dans les katakana. Donc, pour tout simplement essayer de s'en rapprocher, on va prendre un katakana qui s'en rapproche, voilà, simple.
On va prendre le chi. Ok. Bon, je vous l'accorde, c'est pas ce qui s'en rapproche le plus. C'est de la ligne des S, mais S, Z, vous avez compris, ça se ressemble quand même un petit peu dans... Nous, on a l'habitude que le S se prononce Z en plus parfois, donc ça peut nous aider, nous. Donc du coup, on prend l'exception de la ligne des S, donc sa, chi, su, c'est so. On va prendre du coup des I, donc chi. On va accoler le petit A. Ça va transformer là plus complètement la syllabe, ce qui va devenir du coup za. Et ensuite ruto, mozaruto. Donc on arrive du coup à japoniser un petit peu le nom de Mozart tout en respectant un petit peu la phonétique au maximum. Vous avez vu un petit peu le truc. De toute façon, en fait, c'est juste que les mots d'origine étrangère, en fait, sont écrits avec des alphabets différents. En fait, faut être logique, tu vois. C'est écrit avec, genre Mozart, un alphabet latin, donc des dictions différentes, des langues différentes, des lettres différentes, sons différents. Enfin, tout est différent. Donc, en fait, il faut réussir à transposer son nom sans trop l'écorcher, tu vois, mais en le japonisant quand même, parce que c'est comme nous, on dit beaucoup de R. On arrive à le dire, mais dans plein de pays, en Angleterre par exemple, on prononce pas trop le R. Souvent, c'est des R roulés, quoi. Ils ont du mal à racler la gorge. Alors qu'en Allemagne, eux, ils y arrivent bien, tu vois. Bah, au Japon, c'est pareil. C'est des sons, ils n'ont pas l'habitude de les prononcer. En fait, ils vont pas y arriver. Ou alors, c'est pour ça qu'il y a des accents d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prononcer certains types de sons. Donc, bah, quand ils essaient de les prononcer, bah, ça fait bizarre. Et bah, c'est ça les accents en fait. C'est juste des façons de parler qui changent un petit peu. Donc pour japoniser un peu le tout en respectant le nom, surtout le nom en fait, c'est surtout les noms en fait des artistes. Genre par exemple pour dire Kylian, bah si on le dit à la japonaise, on va pas dire Kylian. Genre aucun japonais va m'appeler Kylian. Parce que mon prénom à moi c'est Kylian. Mon pseudo c'est Kian. Mais ils vont, je sais pas, Kylian, genre ils vont le dire, je sais pas s'ils vont le dire comme ça, je sais pas essayer de traduire mon blaze en vrai, faudrait que je le fasse, mais ils vont le prononcer d'une façon bien sûr très différente quoi, tu vois. J'essaie vraiment de vous expliquer au mieux possible tout ça, mais toute cette notion de katakana avec les mots d'origine étrangère, en fait c'est galère, parce que ouais, en fait ils traduisent pas les mots, ils veulent les garder au maximum purs, mais ils n'arrivent pas à les prononcer non plus, quoi. Donc ils les modifient un petit peu, sauf que les modifiant à l'oral, bon bah ok, sauf que en fait ils vont prononcer des trucs que de base ils peuvent pas écrire, donc ils doivent inventer des sortes de règles d'orthographe pour pouvoir les transcrire à l'écrit, tout en utilisant leur syllabaire qu'ils ont déjà établi, quoi. Tu vois, ils ont voulu utiliser un système de katakana qui est similaire à celui des hiragana, sans changer du tout le nombre de syllabes et le type de syllabes utilisées, les sons. Sauf que du coup, bah, ça va poser problème parce que dans d'autres pays, on utilise d'autres sons. Vous avez vu? Vous avez compris surtout? Parce que nous, avec notre alphabet, on a un avantage, c'est qu'on peut reproduire à peu près n'importe quel son. On arrive à se dépatouiller, quoi. Tu vois, en plus, il y a des cédilles, il y a des doubles lettres, il y a des machins. On arrive à reproduire à peu près n'importe quel son juste avec notre alphabet qui est vraiment super bien fait. En fait, il est trop stylé notre alphabet. Mais c'est des lettres simples. Alors que eux, comme c'est un système de syllabes, c'est chiant, quoi. En vrai, c'est compliqué pour eux. Je comprends qu'ils aient du mal. Donc voilà. Ça, c'était l'une des dernières notions qu'on avait à voir avec les katakana. Mais après, dites-vous, c'est pas la plus importante en soi, c'est pas vraiment la plus importante. C'est un truc, ça sert qu'à l'écrit ou pour lire de toute façon. Bon, est-ce que vraiment vous lirez beaucoup de textes où ça parle de Mozart et de Sofa? Je sais pas trop. Après, bon, forcément, il y a forcément d'autres noms qui vont apparaître si vous lisez des textes d'origine étrangère, mais ça m'étonnerait vraiment que ce soit le point le plus important. Ça, on va dire que si vous le maîtrisez parfaitement, vous avez un niveau avancé, quoi. Vraiment, si vous le maîtrisez à fond, que vous arrivez à reconnaître toutes les exceptions de katakana, sachant que, je vous le dis, les katakana, on va pas beaucoup les utiliser en vrai.
c'est surtout les hiragana et puis les kanji, quoi. Bref, pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. On voit pas de katakana parce que du coup, on les a déjà tous vus. On va pas voir de kanji aujourd'hui. Honnêtement, la notion du jour est super galère. Vraiment, En fait, ça se trouve, là, quand je l'ai dit, je l'ai bien dit. Et vous avez tout compris tout de suite. C'est juste moi qui ai l'impression que c'est dur. Ou qui ai eu l'impression que c'était dur quand je l'ai appris. Mais je vous promets que quand j'avais vu cette notion la première fois, il y a 1 an et demi maintenant, là, mais j'ai fait une pause pendant la séance, hein. J'avais rien compris au début. Je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire. C'est fou ça. Et pourquoi il y a un A qui est là? Attends, mais c'est pas comme avant où c'était, tu sais, le ya, tu sais, c'était le prolongement de la syllabe, donc c'était accolé. Là, je suis là en mode, mais attends, mais c'est juste que c'est un autre truc là. Vraiment, je vous promets, je comprenais rien. J'ai dû la faire 2 fois la leçon. Donc là, maintenant, j'ai un peu plus compris le truc. Après, c'est honnêtement pas un truc que j'utilise beaucoup. Là, le fait de le revoir, tout ça, ça me fait même à moi du bien parce que je l'utilise très peu. J'ai du mal avec. Donc là, vous le transmettre. J'espère avoir réussi. Normalement, dans ma tête, c'est clair, mais c'est toujours plus dur quand t'es de l'autre côté, quoi. Et puis là, en plus, comme c'est un format de vidéo, c'est super chiant. Tu peux pas, tu peux pas forcément avoir des retours instants. Là, je devrais attendre de faire le montage, publier, je vais lire vos commentaires, et si c'est pas clair, bah, je le saurai dans 3 jours, quoi, tu vois. Et c'est dommage, parce qu'on sera déjà passé à autre chose. Revenir dessus, après, ça peut être un peu chiant. Donc, je pense, au-delà de la FAQ que j'aimerais faire, et répondre à vos questions pour le voyage, honnêtement, il faudrait mettre en place un truc, je pense, c'est posez-moi toutes vos questions sous chaque vidéo de cours de leçon, mais posez toutes les questions. Je ne vais pas répondre sur le coup tout de suite, des fois j'ai pas forcément la réponse, je peux faire mes recherches de mon côté aussi, mais je sais pas, tous les 5 cours, tous les 10, je sais pas encore, je vais faire une vidéo de allez, 15 minutes, je vais prendre toutes vos questions, et je vais faire un sorte de cours de juste je réponds à vos questions. Voilà. Parce que dites-vous que si vous posez la question, c'est sûrement que d'autres se la posent aussi. On n'est jamais seul. Et honnêtement, il n'y a pas de question bête, surtout quand on apprend une langue. Des fois, bon, on passe ce truc-là, mais il y a des notions, en fait, si tu pêches dessus, bah, ça va t'empêcher d'être encore meilleur à la suite. Des fois, c'est comme les maths. Si il te manque une partie de la formule, tu peux pas l'utiliser complètement. Si t'as pas cette notion-là, tu peux pas faire la grosse notion plus tard qui utilise celle-ci. Là, c'est pareil. Genre, c'est comme si on te demandait d'apprendre les caractères spéciaux des katakana, mais de base, tu connais pas les katakana. Bah forcément, tu vas pas y arriver. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, honnêtement. Vous êtes pas seul. Bref, bisous les gars.